Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale, nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Anicia qui va se présenter et la discussion se fera avec moi-même, Blandine et Aïssata. Et on est très heureuse donc de t'entendre. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, moi aussi je suis très heureuse de participer à ce podcast et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Anicia, j'ai 32 ans, je suis féministe, je vis en région parisienne et je suis par ailleurs juriste de formation et de profession. Je suis militante féministe radicale depuis un certain nombre d'années et donc j'ai été invitée par les Amazones d'Avignon à me rendre pour des actions autour du procès Pellico / violeur de Moisans en septembre dernier et puis dans les mois qui ont suivi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu définissais ton rapport au féminisme avant ce procès ? Je me considère féministe depuis toujours. J'ai commencé les actions féministes et les actions un peu coup de poing en 2017, en commençant par lutter contre les féminicides et ensuite contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles sur les femmes et les enfants. Et puis j'ai commencé à encore plus militer et participer à des actions en 2020 en rejoignant le groupe des Amazones à Paris et en organisant un grand nombre de collages contre les féminicides et contre les violences sexistes et sexuelles et en menant d'autres actions contre les violences sexistes et sexuelles, en particulier contre la prostitution et la pornographie. Donc voilà, je me considère comme féministe aguerrie, on va dire, du point de vue activiste, avec une réflexion radicale assez tranchée, et même si toujours en réflexion, mais voilà, avec un peu de connaissance sur ces questions des violences sexistes et sexuelles. Je me souviens que dans les actions très marquantes des Amazones à Paris, il y avait eu l'action contre Jackie et Michel. Tu peux raconter ? Je pense que c'est l'action dont je suis la plus fière, d'autant que j'en suis pas mal à l'origine. Enfin, elle est sortie de ma tête, quoi. Après, elle a été pensée et repensée à plusieurs en collectivité, mais c'est un peu une initiative. Et donc, c'est une action qu'on a réalisée en février 2021 ou 2022, je ne sais plus, devant une boutique au nom de Jackie et Michel, qui sont des pornocrates français qui ont prospéré dans la pornographie pendant des années en France et qui sont des proxénètes, des violeurs, qui ont organisé le viol d'un grand nombre de femmes au nom de la pornographie et qui sont aujourd'hui mis en cause dans 2 procès dont on attend la tenue pour des crimes de traite d'êtres humains, de viol et de proxénétisme aggravé. Et donc l'action a consisté à se rendre devant cette boutique, à coller sur la façade criminelle pour bien expliquer que c'était vraiment inadmissible pour nous que des criminels aient pignon sur rue en plein Paris, comme si c'était des commerçants, n'importe quel boulanger. Et puis on s'est rendu, on était une dizaine, avec des pancartes, des mannequins. On avait un mannequin en particulier qu'on avait grimé en Pascal Opé. Il y a aussi un pornocrate proxénète qui en a mis une cagoule pour faire écho à les viols qu'il filmait, qui consistent en des scènes qu'ils appellent boucaquées, et qui consistait pour des hommes cagoulés à s'acharner sur une femme nue et isolée dans des hangars, mais à dizaines d'hommes cagoulés. Et donc en fait, on a essayé de faire de la pornographie féministe, donc à prendre avec des grandes guillemets évidemment, mais l'idée était de dire qu'on en avait marre de voir des scènes
de torture et de viol être considérés comme de simples fantasmes et de la liberté d'expression. Et donc, on a essayé de faire une contre-proposition miroir de ces violences en disant que peut-être nous aussi, les femmes, on pouvait avoir des fantasmes de violence contre les hommes et peut-être avec des titres, en fait, on avait sur nos pancartes des faux titres de vidéos porno qui disaient mec chauve se fait limer la bite, pour bien montrer, en fait, vraiment en miroir ce que c'est que la pornographie et sur quoi les hommes se masturbent en toute impunité. Oui, parce que les titres, dans la pornographie, les titres, c'est ce genre de titres-là, mais évidemment sur... Ce genre de titres. Voilà, on a vraiment simplement fait miroir de ce qu'on voit sur les sites porno les plus visités. Et en fait, l'action a consisté à mimer une castration de Pascal Opé par des activistes féministes. Et puis on a recouvert la boutique de faux sang. C'était magnifique et on a scandé de très beaux slogans comme, évidemment, Jackie et Michel criminels, mais aussi consommateur t'habites dans un mixeur, pour rappeler la responsabilité des consommateurs de pornographie dans cette industrie, qui est une industrie, encore une fois, de viol. Et donc, voilà, on a essayé de faire quelque chose de percutant, de vraiment visuellement et aussi à l'ouïe, qui soit très fort tout de suite et qui reste à l'oreille. Et je pense que ça a bien fonctionné malgré tout. Donc, ouais, on a fait un petit buzz, on était contentes et surtout, on a pu vraiment se défouler, se décharger de toute cette colère qu'on a contre ces pornocrates. Et on a pu leur montrer, je crois que c'est la première fois qu'il y avait une action en France, je crois, à ma connaissance, contre des pornocrates comme ça, pour leur montrer en fait que nous on dit que voilà, c'est la fin de l'impunité en fait, qu'on sait ce qu'ils font et que ça va pas le faire. En tous les cas, il y a eu, moi, je tiens à te rendre hommage pour le slogan consommateur t'habites dans un mixeur, puisqu'ensuite on l'a décliné, tu te rappelles, à Marseille, à Issata? Oui, mais oui. C'était quoi qu'on avait dit? Il y avait une histoire de bite dans un mixeur. Oui, c'est ça, c'était Depardieu violeur, t'habites dans un mixeur. Voilà. Ouais, tout simplement. Ensuite, on l'a repris, là, pour les violeurs de Mazan. On avait aussi des panneaux violeurs de Mazan, vos bites dans nos mixeurs. Merci pour la maternité de cette... Il n'est pas de moi ce slogan, j'aurais voulu, mais il n'est pas de moi. Il est de Lola qui était à l'Amazon à l'époque, qui depuis a fondé Scum, qui est un autre groupe d'activistes. Et vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux slogans féministes. Incroyable. Ouais. Et c'est bien qu'il circule. On la remercie. Il circule plus que ce qu'on croit. Je crois que ça a vraiment... Et ça les traumatise. En plus, c'est ça qui est drôle. Ça les traumatise. Ouais, mais c'est ça qu'il faut, en fait. C'est leur montrer ce que c'est, ce que ça fait d'entendre ce genre de choses. Voilà, encore une fois, c'était le côté miroir. Et puis, je trouve que c'est toujours bien d'avoir de l'humour dans ce qu'on fait, parce qu'on dénonce des situations qui sont tellement horribles, qui sont tellement indicibles, que de temps en temps, ajouter un peu d'humour à la colère, ça permet aussi de... c'est une forme de sororité, je trouve, de pouvoir se retrouver dans l'humour, d'ajouter un peu de comique. C'est une forme de résilience aussi, donc ça me plaît. On va arriver maintenant sur l'affaire Pénicaud. Quand est-ce que tu en as entendu parler la première fois? Dans quel contexte? Et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je crois que la première fois, ça devait être en 2020, dans un article de presse. Et j'ai été, je crois, à peu près comme tout le monde, absolument horrifiée par ce que je lisais, parce que le nombre, la méthode, vraiment le modus operandi, c'était juste un film d'horreur, quoi. De savoir que ça avait été, ça s'était passé en France pendant des années dans une impunité totale, ça m'avait vraiment mortifiée. Ouais, c'était d'abord dans un article de presse, et puis ensuite, les années passant, l'ouverture du procès se rapprochant, j'ai commencé à me renseigner un peu plus, à écouter un peu plus les témoignages de Caroline Darian, donc la fille de Gisèle Pellicot, qui témoignait, qui est la première à avoir témoigné dans les médias de ce que sa famille, sa mère ont subi, et en particulier dans un podcast où elle explique longuement à la fois l'affaire Pellicot, mais également, de manière plus générale, la vie de ses parents et de son père, avec d'autres choses qui sont un peu moins graves, mais enfin qui montrent aussi la personnalité de cet homme abject. Puis après, c'est avec vous, c'est-à-dire qu'assez rapidement, moi je me suis dit, bon, il va y avoir un procès, il faut absolument qu'on y soit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose et qu'on en entende parler, et vous disiez la même chose de votre côté à Avignon, d'autant plus que ça se passait chez vous. Oui, je me souviens d'avoir parlé quand va falloir qu'on y soit, et puis tout de suite, tu as dit, évidemment, on sera là. Ouais, voilà, il fallait anticiper les dates du procès, il fallait vraiment pouvoir nous y rendre et essayer de faire un maximum de bruit pour, encore une fois, mettre fin à l'impunité là, du point de vue médiatique et exiger justice. Comment t'es-tu engagée dans ce procès et à quelle action as-tu participé? Je me suis engagée dans ce procès à côté des Amazones d'Avignon.
assez tardivement, c'est-à-dire que je me suis présentée la veille de l'ouverture du procès, donc il me semble que c'était tout début septembre 2024. Donc je suis arrivée le dimanche soir premier avec voilà, j'étais avec mon amie Guillemette qui est également militante féministe. On vous a rejointe, vous aviez déjà tout préparé pour à la fois des collages la veille du procès autour du tribunal et le lendemain une action dès le matin et ensuite à la sortie de la première audience devant le tribunal pour faire un comité d'accueil à la fois évidemment aux victimes mais surtout aux criminels qui se présentaient libres pour leur montrer que justement on était là et qu'on allait les attendre au tournant et puis évidemment pour envoyer un énorme symbole aux magistrats qui tenaient le procès et puis aussi pour essayer de faire du bruit du point de vue médiatique pour que tout le monde entende parler de cette affaire et se rende compte de la réalité des violences sexuelles en France. Donc je suis arrivée le dimanche soir, on était en pleine répétition du haka qui avait été préparé et qui a été réalisé le lendemain matin. Donc là on était assez nombreuses, 15 à 20 femmes, surtout des Avignonnaises, mais quelques femmes qui comme moi venaient un peu d'ailleurs. Donc Guillemette et moi on était de Paris, elle venait de Londres, Guillemette. Ouais, donc il y a quand même eu des femmes d'un peu partout. Puis, évidemment voilà, on a fait la répétition et puis après j'ai parlé un petit peu de mon expertise des actions de rue, des risques en cas d'arrestation ou de personnes qui voudraient s'interposer, mais bon, finalement ça servait à rien parce que tout s'est très très bien passé, le matin en tout cas. Et le soir ensuite, après ces répétitions, on s'est rendu pour une soirée de collage. Donc, vous aviez préparé énormément de collages autour du procès, donc qui disait ce qui s'était passé et qui demandait vraiment justice pour Gisèle et la fin de l'impunité pour Dominique Pellicot et tous les autres violeurs de Mazan. Donc on a collé partout autour du tribunal, c'était une belle soirée, on était nombreuses, les collages ont été très efficaces, on a fait de beaux collages vraiment où on savait que les criminels, ceux qui allaient arriver par le car qui vient de la prison, allaient pouvoir les lire en arrivant au tribunal. Malheureusement, le lendemain matin, ils avaient été retirés par la ville, donc ça, on a été un peu déçus, mais en même temps, on était contents de l'avoir fait. On sait que ça a été quand même vu par nécessairement des magistrats qui en ont entendu parler. Et puis, vous aviez préparé une magnifique banderole. Vous êtes grimpés en haut des murailles pour mettre cette magnifique banderole sur laquelle c'était écrit « La révolution sera féministe ». La révolution sera féministe en violette. Donc hyper grande banderole vraiment en face du tribunal et donc on s'est rendu le lendemain matin très tôt pour essayer d'accueillir en fait les accusés quand ils allaient se rendre à l'audience et en fait on arrivait, vous aviez préparé également plein de super pancartes qui exigeaient justice, qui rappelaient la réalité des viols en France et aussi la réalité de la justice, la manière dont la justice appréhende les affaires de viol en France. Donc c'était vachement bien. Et en fait, quand on arrivait, il y avait déjà quelques médias qui étaient présents. Donc on a répondu à quelques interviews et puis on a fait le haka. Et c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Tout s'est bien passé. On a pris de la place sur la voie publique. Ça, c'était vraiment bien parce que donc c'était à ce moment-là, vous aviez déclaré la manifestation. Donc la police n'était pas contre nous mais avec nous et donc elle nous a protégés et on a pu avoir vraiment l'espace pour nous avec le mégaphone, avec le haka, avec les fumigènes et les pancartes. On a pris beaucoup d'espace et on s'est fait entendre sur nos revendications et sur le fait voilà, qu'on était ce premier jour de procès, on l'attendait. Et ce qui était, j'ai oublié de dire un truc, comme ce qui me semble très important, c'est que moi je suis arrivée le 1er septembre, donc la veille de l'ouverture du procès, et on venait d'apprendre que le procès n'allait pas être sous huis clos, mais parce que justement Gisèle Pellicot avait demandé la levée du huis clos, et donc les médias allaient pouvoir assister au procès tout du long du procès, parce qu'on savait que ce serait un procès qui serait très long, on savait qu'il allait durer 4 mois. Donc en fait on est arrivé en se disant bon bah même si le procès est à huis clos, enfin moi en tout cas c'était l'optique dans laquelle j'étais, même si le procès est à huis clos il faut qu'on fasse du bruit pour que les médias en parlent et qu'on arrive à faire parler de cette affaire et à faire la lumière sur la réalité des violences sexuelles en France, sur la réalité de ce que subissent les victimes à la fois dans les violences sexuelles qu'elles subissent mais aussi dans leur prise en charge quand elles ont des symptômes qu'elles n'arrivent pas à comprendre et en fait que la thèse des violences et notamment de la soumission chimique ne soit jamais suivie ou en tout cas je pense en l'occurrence aux médecins qui ont ausculté Madame Pellicot et qui n'ont pas pensé à ce qu'elle puisse avoir été victime de soumission chimique.
C'était une belle surprise de savoir que Madame Pellico avait demandé la levée du huis clos, et donc ensuite on a su qu'elle avait été accordée par la Cour. Et donc là, c'était un nouveau défi qui nous attendait, c'était de dire maintenant que la levée du huis clos est obtenue grâce à ce formidable courage de Madame Pellico, qui a accepté de montrer son visage au monde entier pour que les prévenus, les accusés, son époux, enfin son ex-époux à ce moment-là, et tous les hommes qui l'ont violée, ne puissent pas justement se cacher derrière ce huis clos et bénéficier de l'anonymat. Un anonymat qui les protège eux. Le fait qu'elle ait demandé donc la levée de ce huis clos avec ce grand courage, ça nous a donné à nous un nouveau défi, c'est-à-dire d'être à la hauteur de son courage et de faire tout notre possible pour que justement elle n'ait pas fait ça en vain et qu'au contraire son courage soit suivi par toutes les femmes du monde et de France pour dire qu'on se rendait compte en fait du sacrifice qu'elle faisait et qu'on allait nous aussi donner tout ce qu'on pouvait pour faire parler de son histoire, que d'autres femmes puissent se reconnaître dans son témoignage et faire notre possible pour sur tous les plans endiguer les violences sexistes et sexuelles. Justement, à ce propos, quel était pendant ces actions le sentiment qui prédominait en toi? Je pense que c'est un sentiment de détermination. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tu te sens pas bien parce que tu sais que t'es face à quelque chose quand même. Les faits sont d'une telle brutalité, d'une telle horreur. C'est tellement impensable que t'as toujours un peu la nausée. Enfin, physiquement, quoi. Tu sais que ce sont des choses qui sont vraiment physiquement insoutenables. Et donc, forcément, ça provoque de la colère. Ça provoque de la colère pour l'impunité qui a été observée pendant 12 ans par tous ces violeurs. Et j'allais dire en premier lieu, pas en premier lieu, mais on met toujours Dominique Pellico en premier parce que c'est lui qui a tout organisé. Et effectivement, on doit lui reprocher d'avoir tout organisé. Mais tous les hommes, et un certain nombre n'a pas été retrouvés, qui ont accepté de participer à ces viols en série, pour moi, ils n'ont pas des seconds rôles, hein, ils ont des rôles tout aussi principaux. Donc évidemment de la colère contre ces hommes-là et le fait qu'ils aient pu commettre ces violences, ces viols, mais aussi de la colère contre toute la société complice. Et c'est d'ailleurs ça qui a été dit et redit dans le Haka, c'est que c'est le silence, le voile sur les yeux d'un grand nombre d'acteurs autour de Gisèle Pellico qui ont permis que ces violences, elles soient perpétuées autant en aussi grand nombre et aussi longtemps. Donc ceux qui ont prescrit les cachets à Dominique Pellico pour qu'il puisse les faire avaler à sa femme, à son épouse. Les médecins qui ont ausculté Madame Pellico et qui ont essayé de lui faire croire qu'elle avait Alzheimer alors qu'elle présentait aucun autre symptôme que celui de perte de mémoire dans des contextes assez précis. Et des IST inexpliqués en plus. Les IST inexpliqués, moi je vais pas refaire la liste. Oui, non, c'est vrai que on les connaît. Le tableau était quand même voilà, il y avait un tableau vraiment accablant. Et vraiment, moi, ce qui m'avait vraiment dégoûté, c'est ces sites sur lesquels c'est possible, qui sont en fait des sites de prédation. Là, en l'occurrence, c'était coco.fr, qui était à l'époque sur le web, super accessible. Tout le monde avait connaissance de ce qu'il y avait sur ces sites, mais en fait, c'était totalement permis parce que liberté d'expression, liberté d'entreprendre ou je sais pas quoi. Et en fait, ces forums, finalement, c'était pas vraiment caché en fait ce que faisait Pellico. Il y avait peut-être un peu de ruse dans la manière dont il présentait les choses, mais en fait, c'est pas des choses qui étaient cryptées, quoi. On n'est pas sur des informations cryptées, en fait. On est sur des propositions à la vue de chacun. Et il y a un grand nombre d'hommes qui ont vu ces demandes, c'est-à-dire les demandes, en fait, de recruter des violeurs pour son épouse, et qui sont passés à côté sans rien signaler parce qu'en fait, même si c'était pas leur truc, finalement, ils voyaient pas trop le problème avec ce genre de demande. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui te fout la gerbe parce que tu te dis, tu te rends compte en fait du phénomène que c'est. Les hommes qui vont chercher des violences sexuelles. En fait, ils voyaient pas le problème. Encore une fois, ce sont des sites de prédation qui avaient énormément de visites et donc que ce genre de site existe, ne soient pas inquiétés. Ils ont fini par être inquiétés, mais 4 ans après, et malheureusement pas pour les faits qui ont été révélés dans l'affaire Pellico, et qui ont été révélés du coup en 2020. Mais alors pour des choses qui sont aussi très graves, en l'occurrence la prédation contre des personnes homosexuelles avec des guet-apens pour aller tabasser des homosexuels. Donc c'est une très bonne chose que ce genre de choses soit ciblé et qu'il y ait des moyens qui soient mis en place pour mettre fin à ces violences. Mais on regrette évidemment que les mêmes moyens ne soient pas mis en place pour mettre fin aux violences contre les femmes.
Je vais rappeler que dans les semaines qui ont suivi la fin du procès, il y a une journaliste allemande qui a quand même révélé avoir infiltré un groupe Telegram dont le thème était la soumission chimique, et il y avait 70 000 hommes dedans, donc qui s'échangeaient des photos, des vidéos de soumission chimique, de viols sous soumission chimique, de leurs conjointes, de leur mère, de leur sœur, etc. 70 000. Et des méthodes. Donc, on n'en est qu'au départ, en fait. On en est qu'au départ, voilà. On s'est rendu compte, on le savait. D'ailleurs, moi, je me souviens qu'on l'a dit le premier jour du procès, on l'a dit aux médias. Cette affaire, en fait, de la soumission chimique, c'était beaucoup plus courant que ce qu'on croyait. Et pourtant, effectivement, se rendre compte que ce genre de groupe Telegram et que d'autres sites, après coco.fr, s'étaient révélés pour montrer l'ampleur du phénomène, ça nous tabasse quand même, quoi. En fait, c'est tellement énorme, je veux dire... c'est pas humain, enfin si, ce sont des hommes qui sont dessus, mais je veux dire, l'ampleur du truc est tellement immense que nous, pauvres féministes, on prend un coup, quoi. Même si on sait, même quand on sait. Et on sait, mais on a beau savoir, en fait, à chaque fois, moi, à chaque fois, je reste choquée. Je suis choquée sans être surprise. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai beau savoir, je suis toujours sidérée par les chiffres, par la réalité des faits. Et c'est des faits que m'a fait l'affaire Pellico. Encore une fois, dès le premier jour du procès, c'était déjà énorme, mais ça a duré près de 4 mois. 4 mois qui ont été extrêmement éprouvants, en particulier pour vous. Évidemment, en premier lieu pour Gisèle Pellico, pour Caroline Darian, pour David Darian et le troisième frère, je me souviens plus comment il s'appelle. David Pellico et David et Florian Pellico. En fait, Caroline Darian, elle porte ce nom parce que c'est la contraction du prénom de ses 2 frères, David et Florian. Ah, j'ignorais, d'accord. C'était l'impossibilité d'utiliser le nom Pellico pour elle. Je comprends bien. Voilà. Je comprends. Donc on en était toujours au 2 septembre. Au 2 septembre, et donc il se passe beaucoup de choses le 2 septembre, donc on fait cette action le matin, on rencontre les médias, l'audience commence, on n'est pas invité à aller voir ce qui se passe à ce moment-là, on rentre au QG, et puis on croit que l'audience va se terminer à 16-17 heures, et en fait on apprend à, je crois, 14h45 que l'audience est levée plus tôt que prévu, et nous qui espérions faire un comité d'accueil pour les accusés qui allaient sortir du tribunal, on est spoliés de notre espoir de leur faire le petit comité. Donc on se rue quand même au tribunal, on y va plus ou moins en courant. On rate les accusés qui comparaissent libres, mais on sait qu'il y a un certain nombre, 17 il me semble, qui sont en détention provisoire et donc qui doivent repartir en prison. Et donc en fait on se retrouve derrière le tribunal et on voit le car qui les attend et on espère pouvoir en fait les surprendre là. Et alors là, moi, il se passe beaucoup de choses. Il faisait très chaud, on a attendu un certain temps qu'ils sortent un par un. On les voyait pas trop parce que c'était quand même caché. Il y avait beaucoup de policiers qui étaient là parce que beaucoup de policiers ont été évidemment diligentés pour cette affaire exceptionnelle en termes de moyens mis en œuvre au tribunal d'Avignon pour pouvoir accueillir la cour criminelle. Et on n'était plus très nombreuses, on était moins nombreuses que dans la matinée, mais on était quand même peut-être une petite dizaine quand même, un peu moins. Une 10-12. Avec toujours des pancartes. Et en fait, on n'était pas les seuls qui étions là et qui attendions les hommes qui comparaissaient, qui étaient en détention prévisoire. Il y avait une dame avec 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon, je pense que c'était un grand ado, il devait avoir, je sais pas, dans les 17 ans. Et la fille était plus petite, elle devait avoir 10-12 ans. La dame était, je sais pas, quadragénaire. Ils avaient un masque sur le visage, ils attendaient quelqu'un. Donc on a compris qu'ils attendaient quelqu'un qui était de leur famille, on a compris que c'était le père, donc probablement le compagnon de la dame, en tout cas le père de ses enfants, et qu'il l'avait pas vu depuis un moment parce qu'il était en détention. Et alors là, vraiment, moi, à titre personnel, ça m'a fait un gros choc parce que, encore une fois, on sait que ces hommes-là, ils ont des familles. On sait qu'il y a des enfants et des femmes qui subissent ces hommes violents. Mais les voir en plus sous emprise, parce que ces enfants qui sont totalement innocents, en fait, ils attendent toujours leur père. Parce que on a beau être mis en examen et placé en détention provisoire pour un viol avec préméditation, avec des circonstances aggravantes d'une femme âgée, donc dans le cadre de l'affaire Mazan, sur des sites extrêmement douteux, la justice, l'administration ne met rien en place pour protéger les enfants de ces hommes-là. Et donc, ces enfants n'ont pas conscience ou pas assez conscience que leur père est dangereux, qu'il ne faut pas être en relation avec ces types-là. Je dis pas qu'il faut couper tout lien, mais on peut pas avoir une relation normale avec un homme en détention provisoire pour des faits de viol. Et dans le cas de l'affaire Mazan, je le redis, même si là, je sais que je dis une banalité, mais il y a toujours la présomption d'innocence, ça c'est évident, c'est un principe du droit pénal en France. Dans le cadre de l'affaire Mazan, les hommes étaient filmés, donc il n'y avait aucun doute sur la culpabilité de ces hommes-là, bien que
dans l'attente du verdict, ils étaient présumés innocents. Et ouais, ça m'a fait vraiment quelque chose de les voir. Il y avait une d'entre nous qui est venue pour documenter nos actions et donc qui filmait. Ils avaient peur que Julie ce soit à la télé, qu'on soit à la télé et donc de passer à la télé, donc ils se cachaient un peu de nous. Et j'ai fini par aller les voir en leur disant « Nous, on va pas vous filmer, nous, on n'est pas à la télé, nous, on n'a rien contre vous, on va jamais vous faire de mal, on va jamais vous mettre en danger d'une manière ou d'une autre. On a conscience que pour vous, c'est très difficile, mais voilà, sachez qu'on n'a rien contre vous. » Et ce jeune garçon m'a répondu merci, ça nous rassure parce qu'on avait peur. Et il m'a dit on sait pourquoi vous êtes là et on comprend pourquoi vous êtes là. Donc il y a quand même toujours ce paradoxe, ces enfants qui cherchent leur père, mais en même temps qui ont conscience de la gravité des faits qui sont reprochés à leur père en l'occurrence et à tous ces autres hommes. C'est vraiment quelque chose qui m'a pas mal secoué ce jour-là. Ils ont fini par tous entrer dans le car. Et là, on a eu un éclair de génie de Blandine qui a passé le... Si tu vas t'en parler. Vas-y, raconte-la sur ton angle. Blandine, avec sa pancarte, qui a passé le barrage des forces de l'ordre, qui s'est ruée vers le car en criant violeur, t'as rugi toute ta colère contre ces hommes. Et tu l'as fait avec beaucoup de passion et surtout encore une fois, tu me demandais Aïssata quel était mon sentiment, je crois que c'est vraiment la détermination, c'est ce qui nous a le plus réunis en tout cas ce jour-là et je pense en fait sur tout le reste du procès et je pense que c'est ce qui vous a permis de tenir ne serait-ce que physiquement parce que c'est tellement éprouvant que cette détermination d'une force incroyable vous a porté et sur ce petit moment où Blandine surgit comme ça, ouais, je crois que c'est la détermination qui te pousse. Et puis bon, t'as été arrêté par les flics. Bon. Il en a fallu 5 ou 6, hein. Voilà, il en a fallu quelques-uns. Pour moi, c'est le jeu, hein. On savait bien que c'était ça. On leur a quand même expliqué qu'on trouvait ça dégueulasse que sur nous, ils se ruent aussi rapidement, mais que pour les victimes de viol et d'autres violences masculines, c'est toujours plus compliqué pour eux d'intervenir. Mais bon, encore une fois, c'était le jeu. Donc ça, c'était le premier jour, et moi qui ignorais que le procès ne serait pas à huis clos et donc le public pouvait y assister, j'avais pas prévu de rester plus, je partais le mardi après-midi. Finalement, le mardi matin, on a décidé avec Guillemette de se rendre à l'audience, et donc on est allé dans une des salles qui était ouverte au public. À ce moment-là, il n'y avait pas encore besoin de faire la queue et de s'inscrire sur des listes pour pouvoir il n'y avait personne, en fait. Il y avait nous, quelques journalistes, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas forcément toutes celles qui disent qu'elles y étaient. On entend beaucoup de femmes, de gens qui disent « Oh, j'y étais, j'étais ». Bizarrement, on était toutes seules. En féministe, on était toutes seules, hein, ça c'est sûr et certain. Il y avait quelques médias. La plupart des médias français sont arrivés plus tard dans la semaine. Par contre, il y avait des médias internationaux. Il y avait le Daily Mail qui était là. Je m'en souviens bien parce qu'on leur a parlé. C'était 2 mecs. Ils ont fait tout le procès. Ils ont fait vraiment chaque jour tout le procès. Et ils l'ont plutôt très bien fait. Et je sais parce que donc j'étais avec Guillemette qui vit à Londres et qui consulte de temps en temps le Daily Mail. Elle le connaît comme média, donc ça lui parlait. Plus tard, il y a des médias français qui sont venus, on va dire, à quelques moments clés du procès. Il y avait évidemment les médias locaux, ça c'est forcément une affaire retentissante dans la région. Et donc, ouverture de l'audience du 2e jour, c'était la lecture par le président de la cour il me semble que c'était le résumé des chefs d'accusation, mais c'était vraiment le déroulé de ce qui a été mis sur papier par les inspecteurs. Chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'où on est remonté, qu'est-ce qu'on a vu. Effectivement, il y avait aussi le nom d'un certain nombre des accusés, et puis bon, c'était surtout autour de Dominique Pellicot à ce moment-là. Et en fait, c'était extrêmement factuel. Il se fait choper en train de filmer sous les jupes dans un magasin. Il y a une plainte qui est déposée contre lui, donc on peut le convoquer au commissariat. Il consulte son téléphone, il se rend compte qu'il y a des choses. Ils organisent une perquisition, ils confisquent son matériel informatique, ils se rendent compte de l'ampleur de ce qu'ils trouvent. Ils travaillent pendant 1 mois non-stop pour essayer de mettre un maximum d'informations pour à la fois donc obtenir je suis vraiment pas pénaliste, donc en termes de procédure, je vais dire un peu des bêtises, mais l'arrestation de Dominique Pellicot suffisamment tôt pour qu'il ne tue pas Gisèle à force de lui administrer des médicaments qui sont en train de la tuer à petit feu. Et en fait, les médecins qui l'ausculteront plus tard diront effectivement elle était pas loin d'y passer en fait. Oui, il y a eu plusieurs fois où ça aurait pu arriver. S'il avait continué, elle aurait probablement pas survécu très longtemps. Donc il y avait une urgence à intervenir évidemment pour éviter que les viols se reproduisent encore et encore,
pour son intégrité physique pure et simple. De ce que j'avais compris, s'ils faisaient les choses pas assez bien, s'ils n'avaient pas recueilli suffisamment d'informations, il y avait un risque qu'il n'y ait pas de poursuite, que les violeurs sachent qu'ils étaient recherchés et donc se barrent, et que des données soient supprimées également. Donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'urgence, donc ça c'était entendable. Et ensuite il y a eu vraiment l'exposé des faits de violence qui ont été commis sur Gisèle Pelicot, et ça faisait pas 1 heure que j'étais dans la salle. J'ai commencé à me sentir mal, j'étais assise. J'ai dit à Guillemette, j'ai besoin de prendre l'air. Je suis sortie, j'ai fait une espèce de crise, j'ai fondu en larmes, mais c'était pas des larmes, c'était des sanglots, d'énormes sanglots. J'avais la gerbe, j'étais dans un état, mais c'était insoutenable. Guillemette m'a rejoint très rapidement. Et en fait, moi je m'étais dit je vais sortir 5 minutes et puis on va y retourner. Et en fait, Guillemette et moi on s'est dit on peut pas, c'est insoutenable, on va pas y arriver, on va pas s'infliger ça. Donc on est sorti du tribunal. Et vous avez assisté aux audiences pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Je sais pas comment vous avez fait parce que c'est... si, je sais comment vous avez fait, c'est la détermination pour Gisèle, pour être à la hauteur de son courage. Il y a que ça, mais c'est un effort surhumain qui a été demandé à Gisèle, à Caroline, à Florian et à David, à leurs avocats. C'est un effort surhumain et c'est aussi un effort surhumain que vous avez démontré, vous, à être là tous les jours. Mais nous, on était là justement parce qu'on avait le choix. Tu vois, Gisèle, elle n'avait pas le choix. Et Gisèle, elle n'avait pas le choix, mais Gisèle, elle a quand même fait le choix de se montrer. Non, mais oui, bien sûr. Mais elle n'avait pas le choix de son histoire. Alors que elle n'avait pas le choix de son histoire. Effectivement, elle avait le choix. C'est vraiment ça qui fait qu'on a décidé d'être là, quoi. Parce qu'on pouvait être là et parce qu'elle en avait besoin, en fait. Mais je crois que vous avez été à la hauteur de son courage, parce que vraiment, je pense qu'on s'imagine pas ce que c'est la présence que vous avez montrée. La présence et des actions, parce que après ça, vous avez continué les collages, vous avez continué les banderoles, vous avez continué l'information auprès des médias, en particulier avec des interviews à un moment, je crois que c'était 10 fois par jour, des médias du monde entier, donc forcément dans différentes langues, pour expliquer ce qui se passait et toujours redire les mêmes faits, qui sont des faits qui sont indicibles. Et donc de devoir les redire, moi je trouve que c'est vraiment, vous avez démontré une force surhumaine. Et je pense que vous avez été à la hauteur du courage de Gisèle. J'ai oublié un truc très très important, donc je vais en parler maintenant. C'était qu'avant que l'audience commence, on s'est présenté au tribunal avec Guillemette. Donc avant d'entrer dans la salle d'audience, on était dans le hall d'entrée du palais de justice et on était avec les violeurs de Mazan. Parce qu'il y en avait un grand nombre qui comparaissaient libres. 32. Et ils étaient avec leur masque. En fait, on les a repérés super facilement. Et alors ça aussi, ça vous fout la nausée. Alors vous l'avez, encore une fois, vous les avez confrontés quotidiennement pendant des semaines. Je peux même pas imaginer comment vous avez fait. Mais c'était d'une violence. Et à un moment, j'avais besoin d'aller faire pipi, donc je vais aux toilettes. Il y a un seul WC. Donc en fait, tu partages les toilettes avec des violeurs qui sont là dans une affaire qui est quand même considérée comme étant hors norme par sa cruauté, par son barbarisme, par les violences qui ont été commises sur cette femme. En fait, c'est dingo. C'est-à-dire que moi, encore aujourd'hui, mon cerveau n'arrive pas à admettre ça, que j'ai été dans le même espace que ces mecs-là qui comparaissaient libres, qui se parlaient entre eux, qui se chuchotaient, qui ont commencé en fait à entretenir une complicité entre eux qui a perduré jusqu'au bout du procès et qui se retournait contre les journalistes et contre vous, les féministes qui vous rendiez quotidiennement sur place pour montrer votre soutien aux victimes et à toutes les victimes, à Gisèle Pelicot, à ses enfants, donc aux ex des violeurs et épouses des violeurs qui parfois devaient témoigner pour expliquer aussi. Il y en a une qui avait subi la même prédation que Gisèle Pelicot, mais aussi pour toutes celles qui vous voyaient, qui ont été victimes de violences et qui voyaient que vous étiez là et que vous saviez et que vous alliez porter la parole des victimes encore et encore et encore et encore et encore, malgré les intimidations immondes de ces mecs qui jouissent d'une impunité crasse, quoi. Et moi, vraiment, j'ai été sidérée de les voir. J'ai pris quelques images, on les reconnaissait pas, de toute façon, ils avaient leur masque. Mon objectif n'était pas de dire lui. Mon objectif était vraiment de montrer, parce que du coup, j'avais essayé de faire le relais aussi sur Instagram, évidemment. Quand je parle de faire du bruit médiatiquement, c'était ça aussi, de ce qu'on voyait à ce procès. Et en fait, j'avais vraiment besoin de dire aux gens, mais vous voyez, ils sont là, quoi. Ils sont pas inquiétés, ces types-là.
Ces types-là, dans tous les journaux du monde entier disent que ce sont les pires barbares, les pires monstres. Ils sont pépouses. Il y en a un qui est arrivé en retard à l'audience du lundi parce qu'il a dit « Désolé, j'ai emmené mon gosse faire sa rentrée scolaire ». C'était ça la réalité en fait. C'est la réalité de la justice en matière de violence sexuelle en France. Et donc ça nous a quand même permis de montrer ça parce que les médias, il y avait quand même beaucoup de médias qui exceptionnellement, parce que des affaires de viol, il y en a tous les jours, des affaires de soumission chimique, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Mais là, à cause de l'ampleur de l'affaire et du combat médiatique qui a été mené, il y avait beaucoup de monde pour que la presse puisse suivre. Et donc, on a pu aussi parler de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'affaire, il y a les violences sexuelles, mais il y a aussi l'impunité tout autour, et qui perdure jusqu'au procès où tout le monde dit « Mais bon sang, mais cette affaire, c'est le pire du pire ». Bah ouais, dans le pire du pire, les hommes comparaissent libres, sans être inquiétés. Et ils narguent les femmes qui sont là pour apporter leur soutien aux victimes, et ils les intimident, et ils les insultent, et ils les menacent. Tranquille. C'est ça la réalité. Dans le pire du pire. Donc imaginez quand c'est pas le pire du pire. Et c'est encore une fois un cas absolument exceptionnel où les preuves sont patentes parce que on a retrouvé des images, parce que le principal accusé, Dominique Pellicot, avait lui-même tout documenté. Dans les cas où malheureusement ça n'est pas documenté, c'est quand même plus compliqué pour les victimes de faire valoir leurs droits. Donc ça, c'était vraiment une expérience... Ouais, c'est très très spécial. Je recommande et je recommande pas. C'est-à-dire que c'est insoutenable, mais en fait, il faut le vivre parce qu'il faut savoir, il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est ça la réalité. Et quand on n'a pas vécu ça, forcément, on va se dire, ah, les féministes hystériques, les extrémistes et machin, etc. Gna gna gna. Quand on l'a vécu, mais nous qui faisons des collages, qu'est-ce que c'est extrême un collage? Une banderole, c'est extrême, vraiment. C'est pas extrême de... Je parlais tout à l'heure de notre action contre Jackie et Michel. C'est pas extrême de faire semblant de couper des bites. C'est rien, en fait. C'est de l'humour. Ce qui est extrême, c'est que des violeurs partagent vos espaces, comparaissent dans une liberté totale et se moquent du monde entier en disant j'ai accompagné mon fils à l'école pour sa rentrée scolaire, alors qu'il est jugé pour une affaire d'une ampleur exceptionnelle dans des violences sexuelles qui, encore une fois, ont marqué le monde entier. Donc ça, c'était quelque chose. Et je voulais aussi parler, je vous ai parlé de la présomption d'innocence tout à l'heure vaguement, mais le lundi, il y a l'une d'entre nous, je sais plus laquelle, qui s'est rendue du coup dans le tribunal. C'est moi. C'est toi qui as pris la photo de la liste C'est moi. Ah non, pas des journaux. De la liste, oui, c'est ça, oui, c'est moi. C'est Valentine et moi. C'est Valentine et toi. Donc il y avait... À ce moment-là, d'ailleurs, au moment où on l'a fait, il y avait Gisèle et Caroline qui étaient là. On n'était que toutes les quatre en tout dans le tribunal. Et donc, c'est la première fois qu'on a vraiment parlé avec elles. Donc, tu as pris cette photo qui était la photo de la liste des parties du procès, parties au procès, donc partie civile, donc les victimes, et puis tous les accusés. Et donc, on a eu la liste des accusés qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc, on a un certain nombre à l'avoir publié sur Internet. Moi, je l'ai publié sur mon compte Instagram. Et ça a été, je sais pas pourquoi, ma story Instagram a été repartagée sur Twitter. Et donc, j'ai eu énormément d'affluence sur mon compte. Voilà, Twitter est revenu sur... Enfin, il y a eu un espèce de ping-pong entre Twitter et Instagram. Et donc, c'est revenu sur moi. Alors, moi, je comprenais pas parce que j'ai pas une audience non plus exceptionnelle sur Instagram. Donc, je comprenais pas trop d'où ça sortait. Beaucoup de femmes qui disaient, c'est important d'avoir cette liste parce qu'on a besoin de savoir qui sont ces hommes. On a besoin de savoir de qui on se méfie parce que ce sont des monsieur tout le monde. On savait que c'était des monsieur tout le monde. Ça, on le savait. Les médias avaient fait leur travail de recherche de ce point de vue-là. Mais on n'avait pas les identités. Et en fait, c'était super important pour un grand nombre de femmes. Et d'ailleurs, il y en a une que je sais que je l'avais vue, je l'ai vue passer plus tard à la télé dans les semaines qui ont suivi. Une femme qui a dit, j'ai vu son nom quelque part dans la liste des accusés de cet homme-là, et j'ai voulu vérifier parce qu'en fait, je le connais. C'était un ami à moi, et j'ai voulu vérifier de mes propres yeux que la personne que je croyais être mon ami était bien un des violeurs de Mazan. Elle était totalement atterrée, cette dame. Et je pense que c'était vraiment d'intérêt public que de partager cette information. Et je précise que c'était une information qui était parfaitement publique, puisque la levée du huis clos avait été obtenue. La justice est rendue publiquement en France, donc on a le droit de savoir qui est jugé pourquoi. Sauf quand il y a un intérêt à protéger les victimes, et les victimes souvent mineures. Mais on nous a reproché de bafouer la présomption d'innocence et de mettre en danger les accusés des viols de Mazan et de mettre en danger leur famille. Alors, il y a plusieurs choses sur la présomption d'innocence. Comme on l'a dit, évidemment qu'elle existe et il faut la respecter. Toutefois, il n'y avait pas beaucoup de suspense quant à l'issue du verdict, parce que ça avait été tellement bien documenté qu'on savait très bien qu'ils seraient condamnés pour les violences sexuelles qu'ils avaient commises. Ça, c'est la première chose.
L'autre chose, c'est que déjà, nous, on n'est pas tenus à la présomption d'innocence comme une cour criminelle ou comme un magistrat ou comme une juridiction, en fait, parce que nous, quand on dit tel homme est un violeur, on n'a pas le pouvoir d'avec cette condamnation, ne vient pas une peine de prison. Donc, en fait, nous, notre parole, elle ne fait que dire un fait, elle ne vient pas avec une sanction. Elle ne peut pas venir, on n'a pas ce pouvoir-là, on n'est pas une cour criminelle. Donc, je pense que c'est toujours important de rappeler cette nuance. Et l'autre chose vraiment qui a été absolument écœurante, c'est les gens qui nous ont accusés de mettre en danger les familles de ces accusés de viol, leurs compagnes et leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Ceux qui les mettent en danger, ce sont eux les violeurs, qui ont commis ces viols, et qui sont les premiers dangers pour leur entourage. Ils sont des dangers pour leurs enfants, ils sont des dangers pour leurs compagnes, ils sont des dangers pour toutes les personnes qu'ils fréquentent, directement ou indirectement, parce que ce sont des violeurs qui se sont rendus sur un site de prédation pour aller violer une dame qu'ils savaient qu'elle serait en soumission chimique. C'est eux qui commettent ce genre de crime. Nous, on n'a commis aucun crime. Jamais. Et on n'avait aucunement l'intention d'en commettre, et encore moins sur leurs enfants. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais vu la veille les enfants d'un des accusés, et je vous ai dit l'impression que ça m'a faite. Et l'impression que ça m'a faite, c'est qu'ils ne sont pas protégés par les institutions, alors qu'il devrait y avoir des mesures qui soient mises en place pour pouvoir prendre en charge ces enfants, et se dire que dans des circonstances aussi exceptionnelles, en tout cas au moins l'affaire Mazan qui était quand même exceptionnelle, on pouvait quand même prendre des mesures, peut-être suspendre l'autorité parentale des accusés de viol, ou en tout cas faire en sorte que les enfants ne soient pas en lien avec ces violeurs, quoi. On a même eu un accusé pendant une fois où il a été interrogé, qui a demandé où en était sa procédure d'adoption internationale. Mais vraiment, c'est le monde à l'envers, quoi. Donc, Le monde à l'envers. Mais c'est dire la situation en France, c'est dire le sentiment d'impunité, et le sentiment d'impunité, il vient avec l'impunité. Ça va ensemble, en fait. Il n'y a pas de sentiment d'impunité si tu n'as pas une impunité institutionnelle. Et l'affaire Mazan a révélé que nous, on savait, ce qu'on dénonce depuis longtemps, les féministes, mais une impunité institutionnelle qui est organisée, qui est mise en place à tous les niveaux, que ce soit dans l'entourage, que ce soit quand on consulte des médecins, ou des médecins qui prescrivent des médicaments qui sont des armes de soumission chimique et donc des armes de viol, que ce soit quand on va déposer plainte, ça, c'est pas le cas dans l'affaire Mazan, mais c'est le cas dans une très grande majorité des affaires de violences sexuelles, que ce soit durant l'instruction et que ce soit au moment du procès et puis après les procès. Donc à chaque étape, on voit des mesures qui garantissent l'impunité des violeurs et qui mettent en danger les victimes avérées, mais aussi les victimes potentielles, celles qui ne sont pas encore avérées, et donc les enfants de ces hommes qui commettent ces violences. Oui, je voulais ajouter un petit fun fact, pas très fun en fait. Tu parlais des complicités de tous ces hommes qui se rendent service mutuellement. Il faut savoir quand même que Dominique Pellicot, la première fois, il a eu le mode d'emploi de la soumission chimique par un infirmier qui fréquentait un site comme Coco, je ne sais pas si tu es sur celui-là, et il avait dit « Oh là là, ma femme, elle refuse certaines pratiques sexuelles que je ne vais pas développer ». Et il y avait l'infirmier qui lui avait dit « Mais pas de problème, tu fais ça et ça et ça, et comme ça, tu pourras faire tout ce que tu veux. » Donc, c'était un infirmier qui lui a donné le mode d'emploi. Il n'a jamais été inquiété pour ça, alors qu'en fait, on sait bien qui c'est. C'est ça, l'impunité à toutes les étapes, exactement. Et pour revenir donc du coup à ces publications qu'on a faites des listes des noms des accusés, ça nous a été reproché, on nous a demandé, bon vous êtes sûr, mais vous nuisez au procès. D'une certaine manière, on instrumentaliserait le procès. Le prétendu collectif droits des femmes du 84 a fait un communiqué là-dessus en disant que il respectait la victime et donc il voulait pas instrumentaliser, comme si en fait on instrumentalisait. Enfin bon, comme bref. si on instrumentalisait, enfin c'est fou quoi. Une information qui était déjà publique. On s'est contenté de partager une information publique. Voilà. D'ailleurs, la plainte qui a été faite n'a pas été suivie des faits, puisque c'est moi qui ai été visée personnellement et j'ai absolument écouté aux dernières nouvelles. Je comparais libre chez moi tous les jours, chaque fois que j'en veux. Et moi, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que à la suite de ces publications, j'ai été contactée par une anonyme sur Instagram. Alors, est-ce que c'était la famille d'un accusé ou est-ce que c'était un accusé qui se faisait passer pour la famille d'un accusé? C'est pas très clair, mais c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était super grave ce que je faisais, que je mettais en danger les familles, et que son avocat lui disait que ceci, cela, machin, que du coup, j'allais avoir une plainte contre moi. Bon, j'attends toujours la plainte.
c'est comme toi, moi je crois qu'il y aura aucune suite. Mais j'ai pris le temps de lui expliquer, parce que je savais pas si c'était vraiment une famille d'accusés, mais si c'était le cas, j'ai quand même bien expliqué que pour moi, les familles d'accusés, il fallait absolument les protéger. Et puis je lui ai dit qu'il fallait changer d'avocat si son avocat lui conseillait de porter plainte contre moi parce que il se faisait avoir, il allait payer une procédure qu'il allait jamais gagner parce que c'était une information publique. Mais ouais, je pense que c'est quand même important toujours de dire les intimidations qu'on reçoit quand on ose dire des choses aussi banales que les noms des hommes jugés, accusés de violences sexuelles, alors que c'est dans une affaire pénale auprès d'une juridiction que l'information est publique. Ce qui est scandaleux selon moi, c'est qu'il n'y ait que nous qui ayons partagé ces informations en premier lieu. Après, ça a été énormément repris, par contre. Après, ça a été énormément repris, mais la plupart des médias, en tout cas français, n'ont pas repris les noms dans leurs articles. D'ailleurs, c'était très injuste, parce qu'après tout, on parlait de Dominique Pellicot, et on parlait pas du tout les autres, ils avaient droit à leurs initiales. Et d'ailleurs, ce traitement médiatique a participé à cette idée que le pire du pire, c'est vraiment lui et que les autres, c'est juste des pions, ils ont peut-être été un peu manipulés, ils sont secondaires. Ils sont pas secondaires, ils sont au premier plan, ils ont violé au premier plan. Ils sont tous au même plan, simplement. Dominique Pellicot, il est accusé d'autre chose que des viols, il a aussi violé son épouse, il est également accusé d'avoir orchestré une exploitation sexuelle. Donc il a des chefs d'accusation supplémentaires contre lui, mais il n'est pas plus violeur que les autres. Les autres, ils sont violeurs au même plan que lui. Et je pense que justement, cette hiérarchie qui a été faite plus ou moins consciemment de dire celui-là, on va lui donner un nom, mais les autres, on va attendre le verdict parce qu'on va pas prendre le risque, liberté d'expression, ceci, cela. On a peur que les avocats des accusés nous collent une procédure. Je crois qu'il y a une lâcheté médiatique assez fantastique de ce point de vue-là, parce que, encore une fois, c'est une information publique, donc je vois pas le problème à partager une information publique. Que l'issue du procès, on n'avait quand même pas beaucoup de doutes que le verdict qu'ils soient tous condamnés pour viol. Le seul qui n'a pas été condamné pour viol, il a été condamné pour atteinte sexuelle parce qu'il bandait mou, tout simplement. Il a été sauvé par sa lutte molle. Il aurait pu être condamné pour tentative de viol, mais comme d'habitude, les magistrats sont frileux. Non, je pense que c'est vraiment important de revenir sur ça en particulier parce que, encore une fois, il y a toujours des gens qui se débrouillent, même dans les pires faits qui sont dénoncés, par trouver que ce que font les féministes, c'est pire. En général, c'est ceux qui font rien, qui trouvent que... Voilà. Mais, et vraiment, c'est formidable, quoi. Que ce soit c'est pire parce que vous respectez pas les institutions, ou c'est pire parce que vous mettez en danger. En fait, de toute façon, c'est toujours la même chose. Ce qu'on reproche aux féministes, c'est de parler. C'est de dire les choses, c'est de dire la vérité. On en revient toujours là, la plus grande arme contre les violences, c'est de les dire. J'ai suivi tout le procès par vous, parce que vous aviez organisé un groupe WhatsApp autour de cette affaire du procès Mazan, qui était très très bien, sur lequel on allait vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire qui se rend à telle audience, qui fait un résumé de telle audience, tel jour d'audience, qui a telle proposition d'interview avec tel média qui peut y participer, qui a fait ensuite telle interview. C'était vraiment du non-stop pendant des mois. Moi, j'étais très impressionnée par, encore une fois, tout le travail que vous avez abattu, la présence que vous avez montrée, la détermination dont vous avez fait preuve et la clarté avec laquelle vous vous êtes exprimé tout du long. Vous avez été juste absolument tout le temps. Je crois que vous avez vraiment permis aux médias de comprendre des enjeux qu'ils n'auraient pas entendus autrement, parce qu'en fait, la plupart des médias n'ont pas la lecture féministe que vous avez. Et donc, je pense que vous avez fait la différence du point de vue national et international dans cette affaire. Et donc moi, j'en suis en tant que femme extrêmement reconnaissante, mais surtout admirative. Et je suis revenue à votre invitation le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc à votre invitation, je suis venue à Avignon et pour moi, c'était impensable d'être ailleurs le 25 novembre 2024, tellement ce procès prenait de place en France sur ces questions des violences faites aux femmes. Et je crois que c'est à toi que j'ai dit, Blandine, mais vraiment, je suis arrivée là et j'ai dit, mais Avignon, c'est la capitale du féminisme. Vous avez fait d'Avignon la capitale du féminisme. Oui, le festival d'Avignon, oui. Mais maintenant, avant tout, Avignon est la capitale du féminisme. Il y avait des collages partout, des collages magnifiques, que j'avais suivis évidemment de loin sur les réseaux, ce machin que je trouvais déjà formidable. Mais de m'y rendre et de les voir, c'était exceptionnel. Et oui, j'ai quelques photos de toi et moi devant mon collage. J'en suis très contente. Vous avez fabriqué de nouvelles banderoles que vous avez
encore et toujours suspendue sur la muraille en face du tribunal. Vous avez été présente, comme je le disais, tous les jours en faisant mais je crois des centaines d'interviews, c'est pas plus d'un millier. Enfin, je sais même pas combien d'interviews vous avez donné à un nombre incalculable de médias, français, étrangers, locaux, nationaux, internationaux, enfin vraiment la totale. De la presse, de la radio, de la télé. Moi, j'ai arrêté le compte, je pense, pour moi, hein, mais il y en a d'autres qui en ont fait, mais c'est moi qui en ai fait plus. J'en ai fait à peu près 300, je pense. Un petit paquet, quoi. Mais par contre, j'ai des périodes entières dont je n'ai aucun souvenir. Je pense que j'étais complètement traumatisée. Et il y a un livre qui est sorti, écoute, un livre qui s'appelle Écrire Mazan de Élise Costa, qui est un chouette livre. Je suis citée dedans, mais je sais pas, genre 50 fois. Bah, ça m'étonne pas. Et je me dis, mais comment ça se fait et tout. Et du coup, je vais voir dans mon téléphone et je m'aperçois que j'ai effectivement son numéro, qu'Élise Costa, je la connais, et que j'ai même mangé avec elle, et que donc, effectivement, elle m'a interviewée, en réalité. J'ai zéro souvenir de ce moment. Bah ouais, mais t'en as fait tellement, c'était affolant, quoi, le nombre d'interviews que tu faisais. Moi, je voyais ça de loin, je me disais, mais waouh. Il faut quand même rappeler qu'au-delà de ça, tu participes à d'autres organisations féministes et caritatives que les Amazones d'Avignon. Tu as un métier à temps plein quand même, que tu es mère de famille. Enfin, je veux dire, c'est pas voir ça de loin. Tout ce que vous avez fait, c'était vraiment, j'étais admirative. Je pense que je n'aurais pas pu faire un 10e, même pas un centième de ce que vous avez fait. J'étais stupéfaite, mais positivement. Par contre, c'est vrai que j'étais inquiète pour vous. Moi, j'étais inquiète pour vous parce que je voyais tout ce que vous donniez et j'avais peur qu'il y ait un moment où, à la fois physiquement et émotionnellement, il y ait un retour de bâton parce que c'était tellement intense. C'est vrai que j'étais inquiète pour vous, en particulier pour toi. Je me suis dit, moi, tant que Gisèle elle tient, je peux tenir. Oh, tu t'en as fait la démonstration. Tu en as fait une belle démonstration. On ne peut pas en redire quoi que ce soit. C'est vraiment... Voilà. Donc le 25, on a refait un AK. Et après, on a fait une séance de prise de parole féministe devant le tribunal, qui était extrêmement émouvante. Il y a Mélissa qui a aussi déclamé son slam, qui était très très émouvant, très touchant sur le propos de Gisèle Pelicot, enfin de toute l'affaire, mais qui était un témoignage de soutien envers Gisèle. Et de nombreuses femmes ont pris la parole pour parler de l'affaire Mazan, pour parler des violences masculines contre les filles et les femmes à l'international, de la situation des femmes en Iran, en Afghanistan en particulier, de toutes les violences sexistes et sexuelles, mais en particulier celle de l'affaire Mazan. Et ouais, c'était des moments très forts. Très très soror, très émouvant, où on se tenait la main, où on s'est prise dans les bras parce qu'on avait besoin de soutien et moi de participer à ça. Ça a été beau, ça a été lourd mais beau. C'est toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là, on peut pas être ailleurs qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est pas possible. Et en même temps, c'est loin d'être de la joie et du bonheur, c'est de la résilience. C'est difficile, mais on peut pas être ailleurs. Et j'étais très contente, encore une fois, d'avoir été invitée. J'étais très contente d'avoir réussi à venir à ce moment-là. On a fait un moment super sympa au QG. On était hyper nombreuses. Et donc là, il y avait encore une fois la présence à l'international parce qu'il y avait Valérie Thunder qui était là. Il y avait une femme qu'on avait rencontrée au tribunal qui vivait au Portugal, mais qui était d'origine autrichienne, qui était venue pour manifester son soutien vraiment à Gisèle Pelicot. Il y avait Malou de Suisse. Donc il y avait vraiment une présence internationale, c'était vraiment génial. Il y avait aussi Betty du Maroc. Et il y avait Betty du Maroc, voilà. Ouais, donc comme tu dis, on était nombreuses. Hein. Je pense qu'on n'était pas plus nombreuses que le premier jour. Là où je voulais en venir, excusez-moi, ça m'est revenu. C'est que ce jour-là, donc qui était le 25 novembre, nous on était venus vraiment pour le 25 novembre, marquait aussi le début des réquisitions. Et là, ça a été assez douloureux parce que donc dans le AK qu'on avait préparé, on disait 20 ans pour tous. Pour chacun. Et justement, voilà, parce que évidemment, ils devaient tous être jugés chacun avec leur histoire particulière, leurs circonstances individuelles, mais chacun méritait 20 ans de réclusion criminelle. Et malheureusement, ça a été la déconfiture au moment des réquisitions parce qu'on s'est rendu compte que, à part Dominique Pelicot, pour qui effectivement il a été demandé 20 ans, ensuite, le maximum, c'était 17. Et puis après, en fait, ça descendait. Et il y en a pour lesquels les réquisitions, elles étaient de 6 ou 7. Donc forcément, ils allaient prendre moins. Donc forcément, en fait, ils allaient sortir
en liberté conditionnelle parce qu'ils avaient déjà fait de la détention provisoire. Donc ouais, ça a été le début de la déconfiture où c'est vrai que ça aussi c'était très difficile à surmonter parce que avec tous les efforts qu'on avait faits, avec tous les espoirs qui étaient nés de cette belle médiatisation d'un regain féministe en fait qui a été porté par Gisèle Pelicot et son courage et qui a été suivi par des femmes partout en France et dans le monde. Et moi à Paris, on avait été à une manifestation qui avait été organisée en soutien à Gisèle Pelicot. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui se sont rendues, surtout des femmes et des filles. Donc ça avait quand même suscité beaucoup d'espoir. Et en fait, la cour a pas vraiment suivi. C'est-à-dire que oui, il y a eu des condamnations. Oui, ils ont été jugés coupables de viol, et ça c'est la moindre des choses. Oui, en fait, j'ai envie de dire, s'ils n'avaient pas été... Je crois qu'on aurait mis le feu partout et qu'il y avait beaucoup de femmes qui m'avaient dit, s'ils ne sont pas coupables, on va faire la révolution, en fait. Ouais. Bah oui, parce que c'était pas possible. Encore une fois, si dans une affaire où ils sont filmés, où il y a soumission chimique, où en fait il y a absolument plus que tout pour caractériser la culpabilité, si dans ces cas-là, la cour... arrive encore à innocenter des violeurs, bah oui, c'est juste encore une fois, on brûle tout, quoi. Vu qu'on peut violer, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas brûler? Enfin, il y a un moment, on peut pas se moquer autant des femmes. C'est pas possible. Mais c'est vrai que les réquisitions, elles ont été assez douloureuses. Moi, je voulais vraiment... Je sais que quand j'ai pris la parole, il y avait une prise de parole féministe. J'ai demandé à ce que la Cour soit à la hauteur de la prise de conscience nationale et internationale qu'avait provoquée Gisèle Pelicot. Et je crois qu'elle n'a pas été à la hauteur. Je crois vraiment que c'est mal récompensé le courage de Gisèle Pelicot et de toutes les victimes de violences qui dénoncent ce qu'elles ont subi, qui survivent aux violences qu'elles ont subies, que de leur dire qu'en fait on peut sortir d'un procès comme ça libre, parce qu'ils avaient fait de la détention provisoire, parce que quand tu prends 5 ans, dont une partie avec sursis, je sais pas quoi, en fait tu vas pas remettre un pied en prison, tu vas avoir un bracelet ou un truc comme ça, parce que c'est trop compliqué de les mettre en prison. Donc ça, ouais, c'était quand même une claque. Voilà, on avait le minimum, on voulait plus, on n'a pas eu plus, et la cour n'a pas été à la hauteur des enjeux qui ont été présentés devant elle. Il y a un petit truc aussi, j'ai participé, je me souviens plus à quelle date, mais j'y suis allée avec quelques femmes qui étaient avec moi à Avignon, donc notamment Lilou, à une manifestation Place de la République à Paris, qui a été organisée en soutien donc à Gisèle Pelicot. Je pense que c'était début octobre, probablement, dans ces eaux-là. C'était le 14 octobre. 14 octobre, donc là tu t'en souviens bien, un mois et demi après l'ouverture du procès, et l'idée c'était de montrer notre soutien, donc il y avait une très belle sororité ce jour-là. J'ai rencontré des femmes que je connais, des militantes féministes que je connais, j'étais très contente de les y voir. Mais donc il y a eu des prises de parole, c'était quand même assez bondé, donc j'ai pas pu voir ni entendre toutes les prises de parole, mais il y a un certain nombre de femmes médiatiques qui ont parlé, qui ont dénoncé toujours les violences sexuelles, donc, et puis encore une fois le contexte d'impunité générale, c'était bien, mais il y avait des choses qui je trouvais pas bien du tout, et c'est là encore une fois que je trouve que à côté de vous c'était pas à la hauteur, quoi. Tout le monde n'avait pas la bonne lecture féministe de ce procès. Et un des slogans qui a été scandé et répété et qui, moi, m'a stupéfaite par son crétinisme, c'était « On est tous Gisèle ». On est tous Gisèle. Alors j'étais atterrée. Lilou et moi, on s'est regardés en disant « Mais est-ce qu'on entend bien la même chose ?» Non, on n'est pas tous Gisèle. Déjà, on s'est rendu compte que tous les violeurs de Mazan étaient des monsieur tout le monde. Donc, quand vous dites « On est tous Gisèle », vous dites que tous les hommes... Et puis, on parle pas au masculin, là. On parle au masculin des victimes de violences sexuelles, de soumission chimique, de Gisèle Pelicot. C'est un scandale de dire que des hommes s'identifient tout d'un coup à Gisèle, alors que nous, on identifie tous les hommes aux violeurs de Mazan, parce que l'effet que ça fait d'être dans un tribunal où on est entouré de violeurs de Mazan, parce qu'on sait que ce sont les violeurs de Mazan, on les voit, ils sont masqués, ils sont tout autour de nous, ils comparaissent libres, et ensuite, quand on sort à l'heure du déjeuner, et en fait, on va tous déjeuner au même endroit et dans la ville, on sait qu'on est entouré dans la ville d'Avignon, à ce moment-là, à cause du procès, des violeurs de Mazan. On sait qu'il y a plein d'hommes qui n'ont pas été retrouvés, qui ont violé Gisèle Pelicot, qui n'ont pas été identifiés. On sait qu'il y en a un certain nombre qui ont fermé des yeux sur les annonces qui ont été publiées par Dominique Pelicot. Donc en fait, ça crée ce qu'on appellerait une paranoïa, c'est-à-dire on se dit « Purée, je suis entourée de violeurs ». Et c'est à la fois une paranoïa, et en même temps, ça n'est pas du tout une, parce que je suis entourée de violeurs. Je le sais, je le vois, j'en ai conscience, et donc vous marchez un peu, vous dites et celui-là, et celui-là, et celui-là, et lui, est-ce que peut-être aussi, et vraiment, le cerveau peut dérailler, quoi. Je veux dire, on se rend compte autour de nous, partout autour de nous, il y a des hommes qui sont prêts à commettre ces violences-là.
On couple ça à ce que nous, féministes radicales, on connaît et on dénonce sur la pornocriminalité, et on sait qu'en fait, ces hommes consomment quotidiennement des images de violences sexuelles qu'ils appellent pornographie et qu'ils appellent fantasmes, mais qui sont en fait des violences sexuelles qui sont commises sur des femmes comme support masturbatoire. Et on sait que Dominique Pellicot, il a organisé la documentation et l'archivage des images qu'il a prises des violences commises et organisées par lui sur son épouse comme un site pornographique. On sait que son modèle, c'est le site pornographique. D'ailleurs, il mettait des titres à ses vidéos qui étaient vraiment des titres qu'on peut retrouver dans les catalogues. Voilà. On sait que son modèle, c'est la pornographie. On sait que ces hommes qui vont sur Coco, ils vont aussi sur d'autres sites porno. Parce qu'en fait, Coco, c'est un site porno, finalement, entre autres choses, entre autres prédations. Et donc, tu fais le lien entre le fait que ce sont tous des monsieur tout le monde, qu'on sait qu'un très grand nombre d'hommes consomment de la pornographie, que 90% des vidéos pornographiques contiennent au moins une scène de violence. Ce que je disais tout à l'heure sur les titres des vidéos qui sont consommées et qui sont considérées comme relevant de la liberté d'expression, ce genre de choses. Et quand t'entends en face des gens qui crient « on est tous Gisèle », ils n'ont rien compris. Elles n'ont rien compris à ce procès et aux révélations de ce procès, en fait. Dans le style rien compris, c'est vrai que j'en ai pas parlé, moi, quand j'ai témoigné, mais il y a quand même un truc qui nous a énormément choqués ici, c'est on avait fait tout à fait à la fin un collage qui disait « Justice pour Gisèle, justice pour toutes ». Ben, v'là-t-il pas que ces crétins, ils sont allés rajouter un S à la place de toutes, Ouais. qui est sale turf sur le mur, mais « Justice pour tous ». Ce qui fait qu'il y avait strictement plus aucun sens à cette image, mais ça montre à quel point ils ont absolument soit rien compris, soit qu'ils veulent qu'on comprenne pas, hein, clairement. Il y a un moment, tu as la question de l'ignorance et puis tu as la question de perpétrer l'ignorance, quoi. Enfin, tu vois, là, ils ajoutent délibérément de la confusion à quelque chose, à une lecture féministe qui est quand même très claire. Donc, on avait repris le collage et on avait rajouté pour toutes les femmes, pour que ce soit bien clair. Très clair. Voilà. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Et on n'a pas dit non plus que tous les hommes sont des violeurs. Voilà. Et moi, on n'a pas dit ça. Et on s'en fout, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet en fait, ça n'est pas le sujet. Mais quand on entend un slogan aussi absurde que on est tous Gisèle, non, on n'est pas tous Gisèle. Moi, par exemple, je ne suis pas Gisèle. Et ça veut pas dire que j'ai pas de solidarité envers Gisèle, mais moi, j'ai la chance de ne pas avoir vécu les violences qu'elle a vécues, qui sont des violences d'une ampleur rare. Même si on sait que la soumission chimique, c'est très répandu, et on sait que les violences sexuelles, c'est très répandu, mais ce qu'elle a subi, l'accumulation pendant des années, et l'organisation, ça reste rare. Je veux dire, on peut pas tous s'identifier à ça, et on peut pas tous se dire « ah bah je suis comme elle, je comprends comme elle ». Non, en fait, il y a un moment où, pour moi, démontrer notre soutien envers Gisèle, c'est se mettre derrière elle, porter sa voix à elle et ne pas en rajouter pour ne pas déformer son discours, ne pas déformer son témoignage, ne pas déformer sa parole parce que ce qu'elle raconte est trop grave qu'on en fasse une généralité comme on est tous Gisèle. Donc moi, ce slogan, il m'avait vraiment... J'étais contente d'être là avec des femmes que je connais, que j'aime beaucoup. Il y avait beaucoup de sororité entre nous. On était peut-être une petite dizaine, je pense. C'est très bien. Dans le reste de cette manifestation, je me suis pas reconnue comme je me suis reconnue dans les actions qui ont été organisées à Avignon par vous-même et que j'ai trouvé beaucoup plus justes. Et donc, je pense que bon, c'était quand même très très bien de la faire et de témoigner d'un soutien et de dire que à Paris, comme dans d'autres villes, on avait pris connaissance de ce procès et que on voulait que ce procès résonne, qu'il en sorte quelque chose de positif pour la judiciarisation des violences faites aux femmes. Mais encore une fois, au niveau de la lecture féministe du procès, je crois que tout le monde n'est pas à la hauteur et vous l'avez été. Et vous l'avez été d'autant plus. Alors ça, j'anticipe une question que vous n'avez pas encore posée, mais sur la médiatisation, j'ai trouvé qu'elle a été globalement assez bonne, très forte à l'international, un peu moins bien par les médias nationaux. Mais il y a des choses que nous avons répétées et répétées et répétées dans notre lecture féministe. C'est donc encore une fois cette dimension porno-criminelle de l'affaire Mazan, et ça les médias ont refusé de relayer cette lecture
de cette affaire, parce qu'encore une fois, on ne peut jamais toucher en France à la pornocriminalité, parce que liberté d'expression, parce qu'on a le droit de spignoler sur les pires images de violence qui existent, et on ferme les yeux parce qu'en fait, finalement, tout le monde regarde ça, je mets des guillemets, et que finalement, on a le droit de se dire que les femmes, elles aiment ça, puis après tout, il y en a bien qui consentent, je mets encore des guillemets, donc on va pas se poser trop de questions. En effet, je crois que ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis là, c'est le fait que nous, les féministes, on a une vision politique et complexe de ce qui est à l'œuvre. Et par contre, au tribunal, par exemple, les juges n'avaient pas du tout une vision globale, mais une vision complètement individuelle et libérale des choses. Donc, par exemple, la question de la pornographie, ok, c'est libre, on a le droit. Donc c'est vrai qu'en France, la pornographie, c'est légal. Et donc, du coup, on ne peut pas leur faire grief de ça. Et donc, c'est un non-sujet. De la même façon que les relations homosexuelles, c'est pas un problème, ni pour les féministes, ni pour qui que ce soit d'ailleurs. Mais du coup, on n'a jamais abordé le fait que Dominique Pellicot, il attirait ces hommes avec la promesse d'avoir des relations sexuelles avec lui, à condition qu'ils violent préalablement Gisèle. Donc ça, c'est un truc, par exemple, c'est un angle mort, parce qu'évidemment, l'homosexualité, c'est pas un problème, enfin, je veux dire, c'est pas un sujet. Le fait que ces hommes, souvent, ils leur demandaient de mettre, par exemple, des dessous de femmes, des dessous en dentelle, etc., de femmes, pareil, effectivement, chacun s'habille comme il ou elle veut, aucun problème, et les féministes n'ont rien à voir avec ça. Simplement, et encore un autre point, alors, et qui, pour le coup, est encore plus problématique, c'est que nombreux d'entre eux avaient recours à la prostitution, donc étaient des violeurs en échange de paiement. Et ça, c'était régulièrement dit. On a même eu un routier qui nous a sorti un élégant bécard routier jamais allé aux putes. Et là, il y a quand même une loi en France, qui est la loi du 13 avril 2016, et à aucun moment le tribunal n'a relevé le fait quand même, non, monsieur, c'est un délit, on n'a pas le droit en fait. Alors la prostitution, c'est un cas spécifique, puisqu'effectivement là, il commettait un délit en ayant recours à des viols tarifés, mais plus globalement, il y avait une vision très libérale de, après tout, ils font ce qu'ils veulent, ils consomment de la pornographie, mettent des dessous affriolants, ils ont des rapports homosexuels, ils vont voir des femmes victimes de prostitution. Tout ça, c'est finalement le seul vrai problème, c'est les viols qu'ils ont commis sur Gisèle. Mais du coup, c'est une vision hyper libérale et individualiste du truc, alors que derrière, il y a quand même une analyse globale à faire de ce qui s'est passé, globale et féministe. Effectivement, c'est quoi le lien entre les exploitations sexuelles que forme la pornographie ou la prostitution et ce qui s'est passé à Mazan? Et c'est quoi cette haine des femmes qui fait que entre hommes ensemble, avant d'avoir des relations sexuelles entre hommes, entre vrais hommes, on va violer une femme ensemble pour bien se rassurer sur notre virilité. Ça pose question quand même. Évidemment, je rejoins parfaitement ton analyse et j'ajouterais à ça que ça m'a d'autant plus fortement agacée d'entendre des pseudo-féministes libérales, des figures féministes, on va dire, françaises, qui ont fait une analyse du procès Mazan sans s'y être rendu, sans avoir suivi justement les faits, et en expliquant que tous les violeurs de Mazan étaient des hommes cis hétéros, qui ont compartimenté les accusés dans cette catégorie hommes cis hétéros, alors que catégorie fictive. Il aurait suffi de suivre pour s'apercevoir qu'une partie était au moins bisexuelle. Et encore une fois, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que tous les autres bisexuels du monde sont des violeurs. C'est pas ce qu'on dit. De la même façon qu'on ne dit pas que tous les hommes hétérosexuels sont des violeurs. On ne dit pas ça. Mais circonscrire les prédateurs aux hommes cis hétéros, c'est une erreur. Et c'est une erreur factuelle en l'occurrence, et c'est pareil pour le cis, donc cis pour les gens qui ne sont pas trans, sauf que en fait quand tu regardes un petit peu encore une fois les habitudes sexuelles de certains des accusés, des violeurs parce qu'ils ont été depuis condamnés pour viol, en fait effectivement il y a ce qu'on appelle de l'autogynéphilie, donc c'est une déviance sexuelle qui consiste à éprouver une excitation sexuelle à l'idée qu'eux-mêmes ils sont des femmes. C'est quelque chose d'un peu étonnant, mais donc ils éprouvent une excitation sexuelle en s'imaginant eux-mêmes en femmes, je mets des guillemets, parce que en femme pour eux, ça consiste à être soumis, très très soumis, et avec des stéréotypes féminins, donc tu parlais des dessous friolants, des tutus roses, je sais pas quoi, string en dentelle, ça veut dire forcément femme. Et donc non, il n'y a pas que des hommes cis hétéros parmi les violeurs de Mazan, loin de là.
Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, tous les hommes bisexuels ou homosexuels, c'est pas ça qu'on dit, bien au contraire, mais on peut pas faire une bonne lecture si on n'est pas capable de regarder les faits. Mais c'est surtout qu'en fait, c'était tous des hommes. Et c'était tous des hommes, c'est ça, en fait, qu'on en retient. Sur la prostitution, je voudrais juste ajouter un truc. Je renvoie au podcast La vie en rouge, qui est un excellent podcast de témoignages de survivantes de la prostitution. Voilà, je recommande son écoute à tout le monde. Et ces survivantes, on parlait dans la 2e saison du procès Mazan, qui a fait écho en elles, et elles disent quelque chose de très juste. Dominique Pellicot, en organisant l'exploitation de sa femme, en échange de quoi il prenait les enregistrements, donc il retirait un bénéfice de l'exploitation de cette femme, il a commis une forme de proxénétisme. Mais ce chef d'accusation n'a pas été retenu contre lui, parce que s'il était proxénète, ça signifiait que les violeurs étaient des clients de la prostitution, des prostitueurs, et que les clients de la prostitution sont coupables donc d'achat d'actes sexuels, et que l'achat d'actes sexuels, c'est une contravention, donc ils doivent payer une amende, c'est même pas un délit en France, c'est une contravention de 1500 €, je crois, la première. Et donc on ne pouvait pas imaginer que les violeurs de Mazan soient considérés comme en fait de simples, même pas délinquants. Et donc on a décidé de ne pas faire peser sur Dominique Pellicot le chef d'accusation de proxénétisme, afin de s'assurer que les violeurs de Mazan soient jugés comme des violeurs. Et c'est quelque chose qu'on refuse aux autres victimes de la prostitution. Et donc les survivantes de La vie en rouge, elles disent qu'elles sont bien contentes que les violeurs de Mazan aient été jugés pour viol et condamnés pour viol, mais qu'elles voient qu'il y a une injustice, qui est que quand elles ont subi les viols tarifés de la prostitution, elles ne pouvaient pas espérer faire condamner leurs violeurs pour viol. Merci de cette analyse, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est vrai que la recommandation d'écouter ce podcast incroyable de voix de survivantes, La vie en rouge du Mouvement d'Uni, abonnez-vous, écoutez-les. Et vous verrez ce que c'est la prostitution. Est-ce que tu as eu l'impression que pendant toutes ces actions, les femmes qui ont fait ces actions formaient une communauté de femmes et étaient dans la sororité ? Absolument. Pour moi, ça a été vraiment l'incarnation de la sororité. On était des femmes, certaines d'entre nous, on se connaissait. Moi, j'en connaissais quelques-unes. Blandine, évidemment, Aïssata, je crois que non, je t'ai rencontrée à l'occasion de l'ouverture du procès. Je connaissais Lilou, évidemment Guillemette, certaines femmes que j'avais jamais rencontrées, mais avec qui j'avais déjà échangé en ligne. Mais j'en ai rencontré plein d'autres. Et en fait, encore une fois, quelle que soit notre origine, entre guillemets, d'où on venait, quel que soit notre niveau de féminisme, encore une fois, entre guillemets, ou en tout cas notre expérience militante, on était unis pour Gisèle et ses enfants, pour demander justice, pour demander la fin de l'impunité. Je crois qu'on a vraiment globalement ressenti la même nausée et en même temps la même détermination qui nous a unis. Et voilà, j'ai des souvenirs dont on se prend la main, on se tient dans les bras, et pour moi c'est même l'incarnation de la sororité, où en fait on se rend compte que là, on a besoin de pouvoir compter les unes sur les autres face à l'immensité de ces violences. Je me souviens aussi que le premier jour, je crois que c'est Stéphanie qui l'a dit. Elle a dit « Les hommes qui comparaissent libres, là, aujourd'hui, ils sont 2 fois plus que nous. » Parce qu'on était une bonne quinzaine, une vingtaine, ou je sais plus exactement le nombre qu'on était. Mais en fait, on avait beau réussi à réunir toutes ces femmes un lundi matin, à la rentrée, à l'Aube, à Avignon. On venait des 4 coins du pays, et même d'ailleurs. En fait, ils étaient plus nombreux que nous. Mais malgré ça, on a tenu bon, on a réussi à réunir toujours plus de femmes, à toucher le monde entier. Ouais, moi vraiment, je trouve que tout ce qui a été fait autour de ce procès, ça a été l'incarnation de la sororité. Mais en tout cas, je crois que moi, je suis admirative des Amazones d'Avignon, qui ont été les premières et finalement les seules à être présentes à ce procès, tout du long du procès, après le procès, à avoir accompagné les femmes qui vous ont sollicité pour ne pas aller seules se rendre aux audiences, parce que elles n'étaient pas du tout à l'aise à l'idée de se présenter dans un tribunal où il y avait autant de violeurs qui comparaissaient libres, à avoir sans relâche collé dans la ville d'Avignon sur les murs le soutien à Gisèle, à avoir suivi encore une fois tous les jours, à assister à chacune des audiences pour pouvoir relayer auprès des médias et pour pouvoir surtout documenter en fait ce qui se passait. C'est avec les Amazones d'Avignon, il y a quelques autres organisations qui sont venues ça et là
Et il y en a, c'est très bien d'ailleurs, qui sont venues d'ailleurs, qui ont essayé d'être présentes. Il y a des féministes espagnoles qui vous ont rejoint une journée en particulier pour être présentes et témoigner aussi d'un soutien international. Mais celles qui ont été là tout du long, c'est les Amazones d'Avignon et qui continuent et qui, je le sais parce que je parlais tout à l'heure du groupe WhatsApp qui existait et qui perdure, continuent de se mobiliser autour de ce procès pour que justice soit faite pour Gisèle, quoi, encore aujourd'hui. Est-ce que ce procès, ces 4 mois, ont changé quelque chose en toi, en bien ou en mal? Et ensuite, tu pourras, si tu veux, avoir la liberté de dire ce que tu veux pour terminer, pour conclure. Je pense que ce procès, ça a renforcé ma détermination à lutter contre les violences sexuelles et contre toutes les injustices qui sont autour même des violences sexuelles qui sont déjà évidemment une violence et une injustice. Mais donc le traitement judiciaire, le traitement médiatique, le traitement social de ces violences. En fait, c'est toujours la même chose. On a beau savoir, quand on le vit, quand on le voit de ses propres yeux, on en prend encore plus conscience. On ne peut plus fermer les yeux, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas et comme si c'était parfois des exceptions, ça et là. Là, vraiment, ça a été la démonstration d'un problème systémique sur la prise en charge des violences sexuelles en France. Donc ça a renforcé ma détermination et puis mon admiration pour vous, les Amazones d'Avignon. Dont tu fais partie. Donc je fais partie, mais moi je suis une petite main, je viens quand on m'invite. Mais j'ai vu tout le travail que vous avez abattu et encore une fois, j'en suis tellement admirative. Est-ce que tu veux passer un message aux femmes qui écoutent? Je vous recommande, si vous avez des procès autour de vous qui doivent être faits autour de violences sexuelles, qui doivent être médiatisés, qui peuvent être médiatisés, n'hésitez pas. Les Amazones d'Avignon, certes, elles avaient l'expérience, mais en même temps pas tant que ça non plus. Vous avez tout inventé, vous avez tout fait de vous-même et vous avez provoqué un profond changement et en fait c'est à la portée de chacune qui le désire. N'y allez pas seule, rencontrez les femmes autour de vous et parlez. Super. C'est bien fait, ça. Merci beaucoup, Alicia. Merci, Anicia. Merci à vous. Je suis désolée que ça ait duré aussi longtemps, 2 heures. Je te le redis, c'est précieux. Moi, ça m'a fait penser à la différence avec le procès Squarneck. Ouais. Les victimes en sont sorties vraiment plus que dépitées, désespérées. Vraiment, ça prouve vraiment ce que tu dis, c'est qu'on peut agir en étant ensemble et en étant forte et avec la détermination et en lâchant rien, on peut agir. Arnaud Gallet a organisé... Voilà, il y a eu un truc, mais enfin, le jour de l'ouverture, moi je m'attendais à ce qu'il y ait le feu, quoi. Enfin, t'as tout à fait raison dans ton analyse, même s'il y a certainement quelques personnes qui ont essayé sans réussir à faire une... Mais il a manqué, je pense, une force collective qui permettait à certaines individualités qui se sont dit je vais y aller, etc. Mais si t'as pas une force collective qui permet notamment de faire un relais, ce que vous avez parfaitement organisé à Avignon. Sans relais, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, c'est tellement intense. C'est vraiment le collectif la différence, de savoir qu'on pouvait compter les unes sur les autres. Chacune isolément, on n'aurait rien pu faire. Mais c'est un collectif qui est porté par des individualités, c'est-à-dire que ça va aussi ensemble. Le collectif ne peut pas effacer chacune des femmes qui ont participé, et le collectif n'existe pas sans des individualités qui sont fortes et qui portent et qui boostent, et encore une fois, celles qui prennent le relais quand certaines ne peuvent plus ou ont besoin de pause. C'est vraiment ensemble. Il y a eu aussi le fait qu'on a eu des engagements adaptatifs. Enfin, tu vois, par exemple, je sais qu'Aïssata, elle n'allait pas dans le tribunal, c'était trop difficile, mais elle était là sur tous les collages. Il y a d'autres femmes qui ont été, je sais pas, 2 demi-journées par semaine au tribunal. Par exemple, Isabelle, elle a fait ça, et elle était aussi sur les collages. Et puis moi, à chaque fois que je flanchais, je disais, et tout le temps du relais, quoi. Tout le temps du relais. Historique. Ouais. Je l'ai pas dit encore tout du long, mais historique. Faudrait que ça passe dans mon podcast, mais le procès a été historique. Vous avez rendu le procès historique. Je pense vraiment que sans tout ce que vous avez fait, il n'y aurait pas eu le même retentissement médiatique. J'en suis absolument certaine. Même si, évidemment, la première, c'est Gisèle Pellicot. Je pense que vous avez été d'un relais monstre. Et donc, vous avez rendu le procès historique et vous avez fait d'Avignon la capitale du féminisme. Merci beaucoup, Anicia. Bravo à vous. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.